Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de C'est notre santé, l'émission d'information sur la santé. C'est bientôt la journée européenne de prévention des accidents vasculaires cérébraux, journée qui nous permet de parler de la fibrillation auriculaire, un trouble du rythme cardiaque qu'il faut absolument rechercher car il n'est souvent responsable d'aucun symptôme. Et c'est un vrai problème quand on sait que cette arythmie du cœur expose à de graves complications et en particulier à des accidents vasculaires cérébraux. Avec nous sur le plateau, le professeur Christophe Leclerc. Bonjour. Vous êtes cardiologue au Centre hospitalier universitaire de Rennes et vous êtes spécialiste des troubles du rythme cardiaque et en particulier de la fibrillation auriculaire ou je crois on peut dire fibrillation atriale. Tout à fait. Le terme moderne aujourd'hui est fibrillation atriale plus que fibrillation auriculaire. Et c'est lié à quoi? C'est parce que le trouble est d'origine de l'atrium, c'est ça? Voilà, c'est tout simplement parce que c'est un trouble du rythme cardiaque qui prend naissance au niveau de cavités que nous appelons les oreillettes. Alors, d'aucuns l'appellent aussi ces oreillettes l'atrium et d'aucuns appellent la maladie la FA. Il faut le savoir, c'est ce qu'on voit traîner un petit peu partout. Les médecins adorent les initiales. Alors, si on essaie de repartir de la base pour bien comprendre, le cœur, donc à la base, c'est une pompe, c'est ça? Tout à fait. C'est une pompe dont le but est d'envoyer du sang oxygéné à tous les organes du corps. Et donc, c'est un système qui est indispensable à la vie, puisque tout arrêt du cœur entraîne au bout de quelques secondes une syncope et au bout de quelques minutes la mort. Alors ce cœur, il bat avec une certaine fréquence par minute, on appelle ça le rythme cardiaque. Ce rythme cardiaque normal, c'est à peu près quoi chez une personne normale? C'est en règle générale au repos entre 60 et 80 par minute. Il faut savoir qu'il y a des variations personnelles du rythme cardiaque. Certains patients ont un rythme cardiaque naturellement plus lent, d'autres un petit peu plus rapides. Et puis on sait bien que le rythme cardiaque va changer au cours de l'exercice, par exemple, au cours d'une émotion, ou lorsque, par exemple, on vous fait une prise de sang et que vous ne supportez pas bien la prise de sang, on a ce qu'on appelle un réflexe vagal et qui entraîne une diminution du rythme cardiaque. Donc c'est un rythme qui en permanence bouge et n'est pas fixe. Alors on comprend bien l'histoire de l'exercice physique, c'est comme une voiture, si on veut accélérer, on injecte plus d'essence dans le moteur. Et donc là, si on accélère quand on court, qu'on fait des efforts, on injecte donc plus d'oxygène et donc plus de sang dans la circulation générale. Mais pourquoi est-ce que le rythme peut varier quand il y a justement ces émotions, la peur, le médecin qui va vous piquer? Eh bien, la fréquence cardiaque, le pouls en quelque sorte, est réglé par différents systèmes, comme par exemple les systèmes sympathiques, les fameuses catécholamines, qui sont sécrétées lorsqu'on fait un effort, lorsqu'il y a une émotion. Donc en fait, il est en permanence réglé par des systèmes extérieurs au cœur qui vont lui permettre soit d'augmenter, soit de diminuer sa fréquence cardiaque. Donc c'est une pompe qui fait son boulot, qui peut battre toute seule, de façon autonome, et c'est des influences extérieures qui font qu'elle va aller plus ou moins vite? Tout à fait. Le cœur a un pacemaker, en fait, qui est au niveau d'une des fameuses oreillettes et qui va donner donc le rythme cardiaque, sachant que ce pacemaker va avoir son fonctionnement modifié par différents systèmes qui vont lui donner des informations. Alors, le cœur, au cours de la vie, il ne s'arrête jamais, normalement. Quand il s'arrête, c'est qu'il y a des problèmes. Exactement. Alors, le cœur ne doit pas s'arrêter. Même dans votre sommeil, votre cœur bat, il bat plus lentement, certes, mais il bat toujours. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il peut y avoir des circonstances où votre cœur s'arrête de manière transitoire et qui peut entraîner des pertes de connaissance ou des syncopes chez les patients. Mais alors, juste comme ça, par curiosité, quand est-ce qu'il se repose le cœur? Il se repose quand même un peu la nuit ou quand est-ce qu'il se régénère? Alors, il ne se repose jamais, je dirais. Il se repose peut-être un petit peu la nuit parce que la nuit, bien évidemment, nous avons moins d'activité et donc la fréquence cardiaque va diminuer. Mais c'est un système qui marche en permanence de votre naissance à votre mort. Et donc Jeanne Calment, on avait calculé, je crois qu'elle avait eu 5 milliards de battements, plus de 5 milliards de battements au cours de sa vie de cœur. Alors, à partir de là, vous nous avez dit qu'il y a un pacemaker qui commande et qui est sous influence. Donc ce pacemaker, qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Vous nous dites un pacemaker, d'un côté il y a un muscle, de l'autre côté il y a un pacemaker. Qu'est-ce qui transmet le pacemaker? Alors il faut savoir qu'à l'intérieur du cœur, il y a tout un système électrique qui permet de transmettre l'influx à partir de ce pacemaker, qui en fait est un amas de petites cellules qui ont une propriété, c'est de
donner des impulsions régulièrement au cœur. Et donc, cadencer le fonctionnement du cœur. Et tout à fait. Et ensuite, donc, cette impulsion électrique, en fait, est transmise aux autres cavités par tout un réseau électrique. Oui, puisque là, un cœur, il y a plusieurs cavités, mais tout ceci est synchronisé avec la finalité d'avoir la meilleure efficacité d'éjection possible au final, c'est ça? Tout à fait. Lorsque tout est synchronisé, le fonctionnement du cœur est parfait. Donc c'est une espèce de quoi? De pile électrique ou C'est tout à fait ça, c'est une pile électrique qui s'autosuffit à elle-même, parce qu'elle n'a pas besoin d'être rechargée comme les piles électriques de vos appareils électriques, et qui a ses propriétés automatiques, en fait, donc de pouvoir envoyer un influx électrique de manière régulière et modifiable au cours de votre existence. Donc, oui, vous me dites, elle est auto-alimentée, c'est des cellules spécialisées qui envoient des Tout à fait, c'est des cellules spécialisées qui ont ces propriétés, donc d'envoyer une petite impulsion électrique à tout le cœur. Alors, à partir de là, le rythme, il peut être rapide ou il peut être lent, il peut être adapté ou pas adapté. Quand est-ce que le rythme devient trop rapide pour un cardiologue? Quand est-ce qu'un cardiologue trouve que le rythme devient trop rapide? Alors, le rythme devient trop rapide lorsqu'au repos, il est au-delà de 90 à 100 par minute. Mais il peut y avoir des circonstances particulières qui font augmenter ce rythme. Par exemple, si vous avez une anémie, une diminution des globules rouges dans le sang, votre organisme va réagir en augmentant la fréquence cardiaque pour compenser cette anémie. Il y a moins de globules, ils transportent moins d'oxygène, donc du coup, il faut les faire circuler plus vite. Exactement. Et à partir de là, il y a beaucoup de maladies qui sont susceptibles de donner ça en dehors de l'anémie. Et il faut pas négliger un rythme trop rapide. Il faut aller voir son médecin quand ça dépasse 100 au repos à plusieurs mesures. Tout à fait. Il faut rechercher une cause qui peut être une maladie, qui peut être simplement de la fièvre. Mais ce n'est pas normal d'avoir un rythme au-delà de 100 par minute. Et alors, à l'inverse, le rythme peut être très lent. Et à ce moment-là, il devient trop lent pour les cardiologues. À partir de combien? On avait le souvenir qu'il y avait des grands cyclistes qui avaient des rythmes cardiaques absolument invraisemblablement bas. Je me suis même laissé dire que Indurain descendait presque aux alentours de 40 battements par minute. C'est trop bas pour vous? Alors, le rythme cardiaque, les fréquences que je vous ai données, c'est pour un adulte classique, je dirais. On sait que les sportifs, notamment ceux qui font de l'endurance, améliorent le rendement du cœur et le cœur a besoin de moins d'énergie pour fonctionner. Donc il va se ralentir. Le cœur est tellement puissant qu'il fait le même boulot Exactement, avec une fréquence beaucoup plus basse. Par exemple, Bernard Hinault, un cycliste breton, battait à 30 par minute. Ah, c'est encore plus bas. Chez lui, était tout à fait normal. Vous, à 30 par minute, je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait normal. Donc, il y a des maladies du rythme cardiaque qui peuvent entraîner ce qu'on appelle des bradycardies, donc des rythmes cardiaques extrêmement lents, et qui peuvent entraîner justement des syncopes ou des malaises. Mais il faut bien savoir que chacun a son rythme cardiaque et qu'il y a des patients qui aussi naturellement ont un rythme cardiaque qui est bas, autour de 40 par minute, sans que ce soit anormal. Si le patient est asymptomatique, sans aucun symptôme et qu'il a un rythme autour de 40 par minute, ce n'est pas obligatoirement pathologique. Ce n'est pas un patient, c'est une personne. Exactement. Alors, on a les rythmes très rapides, on a les rythmes très lents, et il y a les rythmes irréguliers, donc arythmie cardiaque. C'est quoi exactement une arythmie cardiaque? En règle générale, la fréquence cardiaque, les battements cardiaques sont réguliers. Il y a des petites arythmies liées à la respiration, mais qui sont extrêmement minimes. Et puis, vous avez des anomalies du rythme cardiaque, ce qu'on appelle des troubles du rythme, qui peuvent entraîner des rythmes rapides et irréguliers. C'est notamment le cas de la fibrillation atriale ou auriculaire dont on parlait au début de l'émission. Et donc, ce rythme irrégulier, ça se manifeste comment? C'est des rythmes irréguliers en permanence ou c'est des accès de rythme irrégulier? Il y a tous les modèles qui sont possibles et imaginables? Alors, ça peut être des rythmes irréguliers paroxystiques, donc qui surviennent pendant quelques secondes, quelques minutes, puis qui s'arrêtent spontanément, ou au contraire, ça peut être permanent. Et donc, vous nous avez dit que la fibrillation auriculaire, c'est la plus fréquente des arythmies cardiaques. Ça représente quoi, à peu près, comme pourcentage de toutes les arythmies? Alors, si vous prenez la population générale, c'est à peu près 2% de la population qui peut avoir des accès de fibrillation auriculaire. Mais on sait que l'âge est un facteur de risque de survenue de fibrillation atriale. Et par exemple, les patients de plus de 80 ans ont une prévalence, une fréquence d'environ 10%.
D'accord, donc c'est quelque chose qui augmente vraiment avec l'âge. Ça se manifeste comment une fibrillation auriculaire si on essaye de raisonner en termes de mécanique? C'est quoi? C'est une désorganisation complète du fonctionnement de l'ensemble du cœur ou d'une partie du cœur? Non, ça se passe au niveau de ces deux cavités supérieures qu'on appelle les oreillettes. Et donc, il y a l'impulsion électrique est très rapide, autour de 300-400 par minute. Et cette impulsion est transmise aux cavités qui sont en dessous, qu'on appelle les ventricules, heureusement par un filtre. Et en règle générale, le patient a un pouls qui bat autour de 120, 130, 140 par minute. Alors qu'on a des contractions des oreillettes qui sont encore plus rapides, quoi. Plus rapides, mais qui fort heureusement sont filtrées, je dirais, par cette structure entre les oreillettes et les ventricules. Donc, vous nous avez expliqué que les oreillettes, normalement, elles servaient à quelque chose, à bien remplir un ventricule qui, lui, va assurer la diffusion dans l'ensemble du corps. Quand il y a une fibrillation atriale, les oreillettes n'ont pas le moyen de faire correctement leur tâche. En dehors de donner un trouble du rythme, la fonction pompe est dégradée? Tout à fait, la fonction des oreillettes est importante et on sait que lorsque le patient a une fibrillation auriculaire et qu'il perd cette fonction des oreillettes, eh bien, il y a une baisse du débit cardiaque d'environ 25 à 30%. Et donc, quand on a une fibrillation auriculaire, ça se manifeste comment finalement? Alors, le symptôme le plus fréquent est la sensation de palpitation, c'est-à-dire que le patient va sentir son cœur rapide et irrégulier, mais ça peut être d'autres manifestations, notamment un essoufflement qui peut survenir, ou ça peut être des complications qui vont révéler une fibrillation auriculaire. Alors, en termes de manifestations, les gens se posent toujours la question, quand on fait un malaise, qu'on peut tomber dans les pommes, est-ce qu'on peut tomber dans les pommes à cause d'une fibrillation auriculaire? Non, c'est exceptionnel. En règle générale, on va peut-être sentir une sensation de malaise, mais il n'y aura pas de syncope. Donc c'est vraiment quelque chose de vicieux, c'est-à-dire que si on ne le cherche pas, on risque de ne pas le trouver, de ne pas savoir qu'on a une fibrillation auriculaire. Alors c'est vrai que votre remarque est très importante parce qu'on sait qu'il y a 30 à 40% des fibrillations atriales qui sont totalement asymptomatiques, c'est-à-dire qu'elles sont découvertes de manière inopinée chez un patient qui ne se plaint d'aucun symptôme. Et alors, vous nous avez dit qu'il y avait des complications. En quoi consistent ces complications de la fibrillation auriculaire? C'est des complications qui sont graves? Alors, ça peut être des complications qui sont extrêmement graves. La principale complication est le risque de survenue d'un accident vasculaire cérébral, puisque lorsque ces oreillettes, au lieu de se contracter de manière efficace, ne se contractent plus, le sang circule beaucoup moins bien. Il peut y avoir la formation d'un caillot qui, lui, peut ensuite se décrocher et partir dans la circulation, notamment la circulation cérébrale, et créer une hémiplégie ou un autre accident vasculaire cérébral. Et l'hémiplégie et la circulation cérébrale, c'est parce que le cœur, il est dans la poitrine, et si j'ose dire, la première bretelle de l'autoroute, quand on sort de l'aorte, c'est le cerveau? Exactement, quand le caillot sort du cœur, va dans l'aorte, les premières artères qui sont juste devant lui sont les artères cérébrales, donc c'est l'accident le plus fréquent. Donc c'est la plus fréquente des complications. Est-ce qu'il peut y avoir des embolies? Donc c'est des embolies artérielles qui peuvent aller ailleurs dans... Tout à fait. On a des patients qui ont une embolie au niveau d'un bras, au niveau d'une jambe, au niveau d'un rein, au niveau de la rate. Donc ça peut aller partout dans le corps, mais le plus fréquent, c'est quand même dans les artères cérébrales. Alors après, la grande question, c'est est-ce que ces accidents se produisent uniquement chez les gens qui ont des fibrillations auriculaires connues et anciennes, ou est-ce que ça peut survenir chez des gens qui ont une fibrillation auriculaire qui n'est pas connue, par exemple? Alors, est-ce que c'est un mode de révélation? Est-ce que l'accident vasculaire cérébral est un mode de révélation de la fibrillation auriculaire? Ça peut l'être, bien évidemment. Hein. On peut découvrir chez un patient qui vient de faire un accident vasculaire cérébral une fibrillation atriale qui jusque-là était méconnue. Et les études montrent que le risque de survenue de complications, notamment l'accident vasculaire cérébral, est plus important chez les patients chez qui la fibrillation atriale est méconnue. Et pourquoi? Parce que lorsque la fibrillation atriale est connue, on peut instaurer des traitements, notamment chez ces patients qui ont un risque important d'accident vasculaire cérébral, alors que, par définition, lorsque la fibrillation est inconnue, eh bien, ces patients ne peuvent pas bénéficier de ces traitements. Alors donc, on voit que cette journée mondiale de la fibrillation auriculaire a son utilité, c'est-à-dire de sensibiliser les gens à ce trouble, et surtout, bien sûr, puisque vous nous dites que dans un certain nombre de cas, il n'y a aucun symptôme, et dans les autres cas, les symptômes ne sont quand même pas hyper évocateurs, ça veut dire qu'il faut le rechercher. Est-ce que, donc on comprend bien que le médecin a des moyens pour le rechercher, vous allez nous dire lesquels, et pour le malade, lui, qu'est-ce qu'il peut faire? Alors, le plus simple pour dépister une fibrillation atriale méconnue ou qui est asymptomatique, c'est tout simplement régulièrement
2-3 fois par semaine, notamment, et c'est recommandé chez les patients qui ont plus de 65 ans, de prendre son pouls. Donc vous mettez vos 2 doigts de la main gauche sur le bord externe de votre poignet droit et vous ressentez à ce moment-là votre pouls. Une onde de pouls. Une onde de pouls qui est normalement régulière, mais si vous êtes en fibrillation auriculaire, vous sentirez un pouls rapide et irrégulier. Régulier, ça veut dire que les intervalles entre les pulsations sont totalement anarchiques. Voilà. Vous avez parfois des pulsations qui sont très proches et puis d'autres fois des pulsations qui sont au contraire très lointaines, avec un pouls qui est en règle générale rapide, autour de 120 par minute. Et donc c'est vraiment sur le bord externe du bras, on appuie avec ses 2 doigts et on finit par sentir où est l'artère. Voilà. Il faut mettre la main en légère extension ou neutre? En règle générale, on ressent mieux quand elle est en légère extension. Et puis, mais si vous ne sentez pas votre pouls au niveau du poignet, vous pouvez toujours aller au niveau des carotides, donc sur les faces externes du cou, et ressentir le pouls au niveau des carotides. Et donc les deux ont exactement la même valeur Tout à fait, diagnostique. Oui. Alors, on a vu qu'il y avait l'âge qui était un facteur de risque je vais y arriver, de fibrillation auriculaire. Est-ce qu'il y a d'autres maladies qui doivent inciter à rechercher si on n'a pas une fibrillation auriculaire? Oui, tout à fait. L'hypertension artérielle favorise la survenue de la fibrillation atriale, comme le diabète. Des pathologies respiratoires peuvent donner aussi de la fibrillation atriale, l'insuffisance rénale. Si vous êtes porteur d'anomalies des valves cardiaques, là aussi, ça peut générer plus facilement de la fibrillation atriale. Et alors donc le pouls, c'est le moyen le moins cher et le plus simple de dépister cela. Vous nous dites qu'il y a des recommandations qui disent de le dépister régulièrement. Donc c'est quelque chose régulièrement, ça reste malgré tout assez flou. C'est-à-dire vous dites une fois par semaine, est-ce qu'il faut le faire le matin, le soir? Quand on a un malaise, j'imagine qu'il faut regarder son pouls. Alors d'abord, si on veut rechercher de manière systématique, c'est plutôt lorsqu'on est au repos. Le soir, le matin, ça n'a pas d'importance. Je dirais 2 à 3 fois par semaine. Donc vous prenez votre pouls pendant quelques secondes et vous voyez s'il est régulier ou pas. S'il est irrégulier, il vous faudra alors consulter votre médecin pour réaliser un électrocardiogramme. Et puis ce que vous venez de dire est extrêmement important. Et souvent, ce n'est pas fait. Lorsqu'un patient a un malaise ou une syncope, il faudrait que le patient ou les témoins tout de suite prennent le pouls. Parce que pour nous, médecins, c'est extrêmement important de savoir lors d'un malaise si le rythme cardiaque est normal ou pas, s'il est rapide ou lent. Donc c'est extrêmement important lorsqu'on a un malaise. Le premier réflexe, c'est de prendre son pouls et de voir si celui-ci est rapide ou pas, régulier ou pas. Et alors, est-ce que les cardiologues se prennent le pouls? Oui, bien sûr, régulièrement, et surtout au-delà de 65 ans. D'accord. Et alors, si le pouls est anormal, à ce moment-là, vous allez voir un médecin, et le médecin vous fait quel type d'examen? C'est des examens douloureux, pas douloureux? Pas du tout. L'examen qu'il faut faire lorsqu'on a une anomalie du rythme cardiaque, c'est un électrocardiogramme. Donc on va vous brancher des électrodes au niveau des bras, des jambes et sur le thorax pour réaliser un électrocardiogramme qui est le moyen de faire le diagnostic du type d'arythmie que vous avez, notamment pour la fibrillation atriale. Il faut avoir un électrocardiogramme pour montrer justement ce rythme irrégulier et ces oreillettes qui battent un petit peu n'importe comment. Et est-ce qu'il y a d'autres moyens qui permettent de diagnostiquer une fibrillation auriculaire, qui soient médicaux ou moins médicaux? Alors aujourd'hui, nous avons des systèmes de Holter qui sont des petits patchs que vous mettez sur la poitrine et qui, pour certains, peuvent durer pendant 20 jours, qui enregistrent votre cœur en permanence. Pour les gens qui ont des fibrillations paroxystiques ou intermittentes? Exactement. Il y a aussi maintenant, avec les systèmes connectés, si vous mettez sur l'objectif de votre iPhone votre doigt, eh bien, ça peut vous mesurer le pouls et donc à condition d'avoir l'appli qui correspond. Bien sûr, il faut avoir l'application adéquate. Vous pouvez coller aussi derrière votre iPhone 2 petites pièces métalliques. Lorsque vous mettez vos doigts, ça va vous créer un électrocardiogramme qui d'ailleurs peut être transmis par Internet à votre cardiologue. Vous avez tout simplement les montres connectées aujourd'hui. Et puis il y a d'autres technologies un petit peu plus amusantes, mais aussi très efficaces, comme des t-shirts qui peuvent aujourd'hui, et ça de manière quasi permanente, enregistrer votre rythme cardiaque et faire le diagnostic de troubles du rythme. Et ça, donc on voit bien que c'est un domaine qui est en pleine évolution. Dans les congrès, où on voit des études qui montrent l'intérêt de ces techniques de dépistage à distance des troubles du rythme et de la fibrillation auriculaire? Oui, il y a eu plusieurs études présentées récemment, notamment avec ces applications iPhone ou Android, qui, dans des populations qui étaient à risque de faire une fibrillation atriale au-delà de 65 ans, il y a eu des études qui ont montré qu'on pouvait multiplier par 4
le diagnostic de fibrillation atriale par rapport à un suivi classique. Le seul problème de ces techniques-là, c'est qu'il faut beaucoup d'enregistrements pour faire le diagnostic de fibrillation atriale. Et puis, il faut aussi que les patients soient adhérents à la technique, c'est-à-dire qu'il faut régulièrement mesurer son pouls et le transmettre à votre cardiologue. Et donc on comprend bien derrière ces techniques que l'objectif, c'est non seulement de dépister les personnes chez qui on ignore qu'elles ont une fibrillation auriculaire, mais c'est de le faire, si possible, le plus tôt possible, avant bien sûr un accident vasculaire cérébral. Mais ma question c'est, parce que derrière, est-ce que ça va changer le pronostic du traitement? Alors, il faut savoir qu'en règle générale, la fibrillation atriale survient par des accès relativement courts au début, et puis plus la fibrillation va s'installer, plus ces accès vont être longs et devenir permanents. Et il est vrai que si on peut faire le diagnostic de fibrillation atriale très tôt, les possibilités thérapeutiques sont beaucoup plus efficaces, notamment pour permettre d'éviter les récidives de cette fibrillation atriale. C'est-à-dire que si on vous dit... Donc il y a des épisodes d'abord, et puis après ça s'aggrave, donc ils deviennent permanents. Ça, c'est quasiment l'histoire naturelle de toutes les... C'est l'histoire tout à fait naturelle de la maladie qui commence par des épisodes très courts, mais qui vont se répéter et devenir de plus en plus longs pour devenir permanents. Peu court, mais toujours aussi grave en termes de risque d'accident vasculaire. Et donc, si vous traitez un malade dès les premiers épisodes, vous avez bon espoir d'avoir un traitement quasi radical et assez simple. Alors, comment ça se passe? Pour la fibrillation atriale, il y a deux types de traitements. Il y a d'abord le traitement du rythme, c'est-à-dire pour éviter que la fibrillation atriale récidive et s'installe de manière durable. Et puis vous avez la prévention des complications. On a parlé tout à l'heure de l'accident vasculaire cérébral. Et pour éviter l'accident vasculaire cérébral chez les patients qui ont une fibrillation atriale, le meilleur traitement, c'est d'instaurer un traitement anticoagulant. Donc plus le traitement est instauré tôt, plus le patient sera protégé. Et plus il est protégé, et si vous mettez un traitement anticoagulant et que vous arrivez à régulariser une fibrillation auriculaire, ça veut dire que le traitement anticoagulant est susceptible d'être arrêté ou interrompu? Jamais. Non. En fait, le problème de la fibrillation atriale, c'est qu'on n'est jamais sûr qu'elle ne va pas revenir un jour. Donc quand le patient a des facteurs de risque particuliers, par exemple le fait d'avoir une hypertension, d'être âgé, et donc il a un risque relativement important de faire un accident vasculaire cérébral, ce traitement anticoagulant est prescrit à vie, sachant que ce traitement anticoagulant est d'autant plus efficace que le patient est âgé. Et donc, l'objectif, c'est de dépister avant les AVC, avoir un traitement anticoagulant qui marche. Ce traitement anticoagulant, on a démontré qu'il réduisait la fréquence et la gravité des accidents vasculaires cérébraux, qui sont des accidents, on dit ischémiques, puisque c'est des embolies, c'est ça? Tout à fait. Le problème, lorsqu'un patient a une fibrillation atriale, c'est que ce caillot peut se décrocher du cœur et donc aller se loger dans les artères cérébrales et donc empêcher l'irrigation du cerveau à ce moment-là. Le patient va faire une hémiplégie. Un infarctus du cerveau. Tout à fait, un infarctus du cerveau. Et donc, le fait de mettre sous traitement anticoagulant va empêcher la formation de ce caillot et donc de réduire de manière extrêmement significative, on réduit de 6 à 7 fois le risque de survenue d'un accident vasculaire cérébral. Donc votre message, c'est qu'on a des traitements qui sont très efficaces pour réduire les complications. Et à côté de ça, quand même, pour nous faire un petit peu rêver, puisque vous manipulez des techniques qui sont très sophistiquées, est-ce que dans la fibrillation atriale, on a des techniques pour que les gens vivent strictement normalement et améliorer leur fibrillation? Alors, on a des médicaments qui, en règle générale, sont donnés en premier, mais dont l'efficacité n'est pas parfaite, puisqu'en règle générale, au bout d'1 an et demi, ils sont efficaces à 60%, je dirais. Donc maintenant, nous avons des techniques un petit peu plus sophistiquées qui consistent à aller mettre un cathéter à l'intérieur du cœur au niveau des oreillettes et de détruire ces foyers qui sont responsables de cette activité anarchique au niveau des oreillettes. C'est-à-dire qu'il n'y a plus, dans une fibrillation auriculaire, il n'y a pas un seul pacemaker, mais il peut y en avoir plusieurs. Voilà, il peut y avoir dans différents endroits des oreillettes des foyers qui vont décharger de manière extrêmement rapide des impulsions électriques. Et donc, on va aller isoler en fait ces foyers pour éviter qu'ils se propagent au reste des oreillettes. Et rapidement, les perspectives dans la fibrillation auriculaire, c'est quoi vos espoirs? Nos espoirs, c'est qu'on a des techniques qui sont de plus en plus sophistiquées, de plus en plus performantes, mais aussi d'avoir les patients beaucoup plus tôt pour pouvoir instaurer ce traitement qui est d'autant plus efficace que le patient
a fait une fibrillation atriale qui est récente, mais cela passe bien évidemment par la découverte de toutes les fibrillations atriales, et il est important que les patients, notamment les patients de plus de 65 ans, prennent régulièrement leur pouls pour pouvoir détecter un rythme irrégulier et donc réaliser un électrocardiogramme. Cette émission Notre Santé est terminée. Merci à notre invité. Je vous dis à très bientôt sur Pourquoi Docteur. Et n'oubliez pas que cette journée européenne de prévention des AVC est là pour vous rappeler de prendre votre pouls.